Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Le cours que je vais vous présenter concerne le module technique d'expression et de communication. Dans ce cours, on va étudier le chapitre 3 où on va connaître comment améliorer la capacité de communication dans des situations d'interaction. On va découvrir les différents types de communication et les différentes techniques pour réussir une communication et pour la maîtriser. Tout d'abord, il faut connaître ce que c'est une communication en général. Le mot communication vient du verbe communiquer, vient du latin communicar, qui signifie être en commun ou être en relation avec quelque chose. Une communication est liée généralement à un événement. C'est quoi un événement? Un événement, il est composé de personnages, de lieux et de dates, où il faut qu'il y ait un fait. C'est quoi un fait? Un fait est une action dont tout le monde n'est pas au courant, contrairement à une donnée qui est connue par tout le monde. Pour réaliser une communication, il faut qu'il y ait certaines conditions ou caractéristiques. Premièrement, un émetteur et un récepteur. Un émetteur, c'est celui qui émet le message et le récepteur est celui qui reçoit le message. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un message à transmettre entre l'émetteur et le récepteur. Troisièmement, un canal de transmission. C'est quoi un canal de transmission? Un canal de transmission est le moyen physique par lequel les informations transitent de l'émetteur au récepteur. Par exemple, quand on est en train de parler à une personne en face de nous, l'air est le canal de transmission. Quatrièmement, la codification, c'est la façon de communiquer. Et dernièrement, effet retour, ce qu'on appelle le feedback. C'est quoi le feedback? Le feedback correspond à une communication en boucle, partant de l'émetteur, passant par le récepteur et revenant à l'émetteur. Il est toujours présent dans les communications verbales et non verbales, car même lorsque nous ne disons rien, nous disons quelque chose. Le feedback précise comment les attentes, consignes et messages ont été compris, intégrés ou acceptés. Il est relié à la fois à la satisfaction, à la motivation et à l'efficacité des partenaires qui collaborent ensemble dans une communication. Il est même le facteur qui a le plus d'impact sur l'efficacité. Parce que le feedback permet à chacun de savoir à quelle distance il est de sa cible, c'est-à-dire son objectif. Sans feedback, le groupe peut même devenir improductif. En fait, le feedback permet d'arriver à une vision commune. Un bon feedback stimulera et motivera la personne qui le recevra. La communication a plusieurs fonctions selon l'événement et les faits inclus dans l'événement représenté par cette communication. Elle peut être une communication expressive, centrée sur l'émetteur, où l'émetteur il exprime ses idées, son point de vue, etc. Elle peut être conative, centrée sur le récepteur, comme elle peut être référentielle, axée sur le contexte de la communication, ou fatigue, axée sur le canal de transmission. Elle peut être aussi métalinguistique, axée sur la codification et les signes utilisés, comme elle peut être aussi poétique, axée sur l'esthétique de la communication. Les moyens de la communication. Les moyens de la communication peuvent être divisés en deux catégories. Première catégorie, les médias. Et deuxième catégorie, hors médias.
Les médias sont connus par tout le monde. Les médias sont représentés par la presse, la radio, la télévision, l'Internet, l'affichage et le cinéma. Deuxième catégorie, les hors médias. Il y a le de bouche à oreille, c'est-à-dire une information qui circule d'une personne à une autre. Il y a les foires scientifiques et culturelles, les journées scientifiques, culturelles, etc. Portes ouvertes, les relations publiques, etc. Les principaux types de communication. Il existe plusieurs types de communication. Premier type, la communication interpersonnelle. C'est une communication entre deux personnes. Dans cette communication, il y a un échange entre un émetteur et un récepteur. Deuxième communication, deuxième type de communication, c'est la communication de masse. Dans cette communication, un émetteur transmet des informations à plusieurs récepteurs. Et troisièmement, il y a la communication de groupe. Dans cette communication, il y a une transmission d'informations à l'encontre d'une certaine catégorie de personnes. Par exemple, une réunion, un regroupement, une conférence, etc. La communication verbale. C'est quoi une communication verbale? Comme son nom indique, les techniques de la communication. Quatrième technique de la communication verbale, le rythme. Les changements de rythme donnent à la prise de parole une dynamique pour éviter la monotonie dans la communication. Le rythme a plusieurs caractéristiques, la ponctuation, la modulation et la répétition. La ponctuation représente les pauses et les silences et qui constitue une sorte de ponctuation. Il y a un arrêt sur un point important après une question. Ces pauses et ces silences sont efficaces quand ils sont maîtrisés pour attirer ou retenir une attention défaillante, c'est-à-dire il faut les utiliser au bon moment. La modulation, le ton de la voix varie en jouant sur les inflexions, en accentuant sur certains mots, certaines syllabes. La répétition, elle fixe les notions. Elle est considérée comme un défaut de l'écriture, mais comme une qualité essentielle de l'art oratoire. Elle valorise l'argument, souligne les points forts. La communication non verbale. La communication non verbale, comme son nom l'indique, c'est une communication qui se fait sans utiliser les mots. Ça peut être par des silences, des gestes, des postures, des expressions faciales, ton de la voix, rythme de l'élocution, par des vêtements. Il y a certaines tenues qui sont relatives à certains événements. Il y a certaines tenues qui représentent certains métiers. Complète le message verbal. La communication non verbale exprime les émotions, les sentiments, les valeurs. Elle soutient et confirme le message verbal parce qu'elle est adaptée. Elle peut le décrédibiliser si elle est inappropriée. Les techniques de la communication non verbale. La communication non verbale, elle aussi, a ses techniques. Parmi ces techniques, il y a les postures, il y a les gestes, il y a le regard. Les postures sont des attitudes qui correspondent à des comportements corporels. Tout ce qui est relatif au corps. Les gestes améliorent ou restreignent notre capacité de communication. Des travaux récents ont montré que dans un message oral, les mots comptent pour 7%, l'intonation pour 38% et les gestes pour 55%. Certains gestes ont un rôle d'information. Donc, des fois, la communication non verbale, elle joue un rôle
plus important à transmettre le message que la communication verbale. Le regard, il exprime le contact visuel qui est fondamental. Il permet de maintenir en éveil l'attention de l'auditoire, d'être présent aux autres, de percevoir les réactions du public. L'importance du regard dans la communication. Le regard permet de transmettre des expressions, des volontés et toutes sortes de sentiments. C'est un facteur très important dans la communication. Le regard peut être synonyme de partage s'il exprime la complicité, un synonyme d'agression s'il est violent, comme il peut être un synonyme de domination s'il affirme l'autorité et requiert la soumission. Il y a un problème qui nuit à l'orateur en réalisant sa communication, qui est le trac. C'est quoi le trac? Le trac, c'est la peur, l'angoisse que l'on ressent avant d'affronter un public, de subir une épreuve. Il se dissipe généralement progressivement dans l'action. Et pour certains communicants, ça persiste et ça conduit à l'échec de leur communication. Les raisons du trac. Premièrement, la crainte d'être jugé par le public ou l'interlocuteur. Deuxièmement, la peur du décalage entre l'image qu'on pense donner de soi et l'autre idéal à laquelle on aimerait se conformer. Troisièmement, l'enjeu lié à la situation. Entretien d'embauche, ça peut être une conférence, un congrès, une soutenance. Comment maîtriser le trac? On ne peut pas supprimer le trac, mais on peut l'atténuer, le maîtriser, en appliquant certains principes qui facilitent la gestion du trac, tels que bien se préparer. La bonne préparation nous fait acquérir la confiance en soi, une aisance dans la communication. Deuxièmement, faire un plan pour avoir les idées, les objectifs clairs dans la tête. Troisièmement, rédiger les points forts, préparer quelques phrases introductives et les apprendre par cœur, s'entraîner, repérer les lieux, ne rien changer à ses habitudes pour ne pas se bouleverser. La communication scientifique. Ici, on va parler d'un type spécifique de communication qui est la communication scientifique. La communication scientifique, elle est très importante pour le savoir humain, pour le développement des connaissances, des savoirs. La communication scientifique comprend tous les travaux de diffusion, de théorie et de résultats scientifiques. Ça peut être un mémoire de fin d'études, un mémoire de master, une thèse de doctorat, un article de recherche, un compte rendu sur une expérience, etc. Elle peut prendre la forme d'articles, d'ouvrages, d'interventions en communication, en colloques ou en congrès, de posters, etc. La communication scientifique est caractérisée par son discours scientifique qui est spécifique. Le discours scientifique ne peut pas s'interpréter selon différents sens, contrairement au discours littéraire. Il est caractérisé par son objectivité, sa précision, sa rigueur intellectuelle et doit être méthodique. Dans une communication scientifique, les vérités énoncées ou les idées développées doivent s'appuyer sur des connaissances préalablement admises et confirmées, sur des principes reconnus, sur des faits évidents, en s'assurant avec une expérience, avec des calculs, avec différents moyens admis par la science. Il faut dire sur quoi nous nous basons, manifester la valeur et la pertinence de cette source et montrer en quoi elle éclaire l'énoncé en question. Dans une communication scientifique, le chercheur, pour appuyer ses propos, utilise différents
procédés tels que explication. Dans son travail scientifique, il doit expliquer le phénomène qu'il a étudié, les résultats obtenus. La justification, il doit justifier pourquoi il a obtenu ce résultat et pas d'autres. La démonstration, il doit démontrer le théorème qu'il a énoncé en se basant sur une démonstration logique, en revenant au théorème, principe de base admis dans son domaine, la réfutation. Donc pour qu'un chercheur puisse réfuter un raisonnement donné ou un théorème, il doit donner ou présenter les preuves scientifiques suffisamment ou acceptables par la communauté scientifique. La comparaison. Chaque chercheur, quel que soit son type de recherche fondamentale ou expérimentale ou théorique, il doit comparer ses résultats avec les résultats obtenus par d'autres chercheurs. La citation de paroles et d'idées pour soutenir son travail scientifique.